C'est en 1986 qu'était révélée au public français une nouvelle petite Citroën révolutionnaire. En tout cas, c'est ce qu'en disait Jacques Séguéla, qui n'hésita pas à la faire rouler sur la muraille de Chine, la Citroën AX. Retour aujourd'hui sur l'histoire de sa conception et posons-nous une bonne question. Faut-il commencer à la collectionner ? Bonjour à tous et bienvenue. Si jamais vous avez grandi dans les années 90, voire même début 2000, vous avez sûrement connu au moins une personne qui a possédé un jour une Citroën AX. C'est obligé. C'est sous la présidence de Xavier Karcher, PDG de Citroën de 1979 à 1997, que sortiront des modèles emblématiques chez Citroën. BX, XM ou encore AX donc, réussissant à préserver l'indépendance des chevrons malgré la très grande emprise du lion. Mais revenons en 1986, lorsque la Citroën AX sort, elle remplace en quelque sorte la Citroën Elena qui aura fait malgré tout le job. Mais elle est aussi vouée à remplacer la fameuse, la fabuleuse, la magnifique Axel qui, en vertu des accords avec Holcit, doit continuer à être produite. D'ailleurs, on a fait une vidéo au sujet de l'Axel que je vous invite à aller voir après cette vidéo. Et la X remplace aussi la Visa, qui elle continuera à être produite jusqu'en 1988. En somme, la X remplace donc 3 modèles. En revanche, Xavier Karcher, à son lancement, avait bien dit que la X ne remplacerait pas la 2 chevaux, qu'il ne devra son arrêt en 1990 qu'à ses parts de marché ridicules et bien sûr à son obsolescence. Alors on aurait pu croire que le succès de la Peugeot 205 allait donner une cousine directe chez Citroën. Eh bien non, ça sera bien un tout nouveau modèle qui sera développé, privilégiant la simplicité d'utilisation, la légèreté, les consommations basses, l'aérodynamisme et la simplicité de fabrication. Alors si elle ne ressemble pas du tout physiquement à la 2 chevaux, on peut quand même dire qu'elle est sa descendante spirituelle. Alors si elle n'utilise plus les bicylindres chers à Citroën, en revanche elle inaugure les tout nouveaux moteurs TU du groupe PSA. Alors d'un point de vue du style, on peut dire que la X est plutôt jolie, même si son physique passe-partout la rend quasiment invisible, surtout à côté de son encombrante cousine virevoltante 205. Mais commençons par le commencement. En janvier 1981, la direction de Citroën donne le feu vert pour le projet S9, une nouvelle petite voiture qui s'insérera dans le bas de gamme Citroën. Et à la base, cette future nouvelle voiture qui deviendra la X devait être une monovolume, une espèce de monospace citadin. Vous voyez où je vais en venir. Et tout ça, c'était 2 ans avant l'apparition du Renault Espace et surtout 11 ans avant l'apparition de la Twingo qui reprendra ce monovolume et qui fera évidemment tout son succès. Sauf qu'en 1981, Citroën a interrogé d'éventuels clients potentiels sur ce nouveau format de véhicule et tenez-vous bien, 55% des gens interrogés ont dit « mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Bon, ok, je suis pas certain qu'ils aient vraiment dit qu'est-ce que c'est que cette horreur. Toujours est-il que 55% des gens interrogés n'ont rien compris à ce concept et ont carrément refusé un jour d'acheter ce genre de véhicule. Ce qui montre simplement que les sondages clients, parfois, souvent, ne fait pas avancer d'un iota l'art de la conception automobile. On continue donc d'étudier de nombreux prototypes et il y en a eu énormément. Berton a notamment proposé certains concepts, on retrouvait aussi des propositions de l'équipe interne de Citroën, dont un qui ressemble de profil un petit peu trop à la Super 5. Rappelons aussi qu'à cette époque, Talbot existait toujours et il était prévu que la X soit évidemment une Citroën, mais que Talbot puisse aussi avoir un modèle rebadgé afin de remplacer la Samba. Et l'équipe de designers de Talbot ont donc aussi proposé pas mal de concepts. Reprenant le cahier des charges de PSA, qui était d'économiser sur l'outillage, les matériaux et les coûts d'entretien, il y avait donc des restrictions sur la quantité de verre et d'acier utilisés.
Il y avait aussi l'obligation d'utiliser des composants qui provenaient d'autres modèles, comme les phares, qui étaient prêts à l'emploi. Une autre preuve de la réduction des coûts était le rétroviseur unique et l'essuie-glace unique également. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, en 1983, ce projet fut rebaptisé ZOA et ZOB. Bien évidemment, ZOB fut très rapidement oublié. Vous imaginez bien pourquoi. On étudia également plusieurs prototypes de tableaux de bord, dont un qui se rapproche grandement du modèle définitif. Le projet ZOA est ensuite renommé ZA. La ligne se rapproche beaucoup du modèle définitif. Quelques éléments de modèle Citroën ont été utilisés pour la conception de ce prototype. Le moteur est un 3 cylindres de 750 cm3 développant la bagatelle de 35 chevaux. Le but était de consommer 3 litres au 100 et ce dispositif avait été demandé aux constructeurs au début des années 80 par le gouvernement. Et enfin nous arrivons au modèle quasiment définitif pour arriver en 1986 à la présentation de la X que nous connaîtrons. Et afin de faire parler de la X au Salon de l'Auto de Paris en 1986, le concept Xantia, avec un H après le T, fut présenté sur le stand Citroën. Et cet exercice de style, créé par le centre de style Citroën, n'avait aucun but de commercialisation, et c'est bien dommage. Alors comme bon nombre de Citroën de cette époque, et peut-être même encore aujourd'hui, la X a souvent été moquée. Mais pourtant, elle n'a pas à rougir du tout de sa belle et longue carrière. D'abord disponible en 3 portes, puis en 5 portes, elle se déclinera en essence ou diesel, traction ou 4x4, en placide petite voiture ou sportive déjantée avec la X Sport notamment, mais aussi GT et GTI, en voiture dépouillée comme en citadine de luxe en version exclusive et surtout appliquera de façon systématique la méthode de la série spéciale avec la plus célèbre d'entre elles, la KW, mais aussi la Tonic, l'Audace, la Saxo qui deviendra le nom de sa descendante, l'Air France Madame ou encore la triple série spéciale sur base GT, la GT500 en Angleterre, la Volcan en France et l'Opéra de Paris en Allemagne à 500 exemplaires chacune. Côté moteur essence, on peut passer du simple au double, pour peu que l'on roule en AX10 et son petit 954 cm3 de 45 puis 50 chevaux, ou en AX GTI et son 1,4 litre de 100 chevaux. Entre les deux, on trouvait des 1,1 litre de 55 puis 60 chevaux, un 1,4 litre de 65, 70 ou 75 chevaux. La Sport reçoit le 1,3 litre avec 2 carbus double corps de 95 chevaux, tandis que la GT reçoit d'abord un 1,4 litre à carburateur Solex de 85 chevaux, puis 75 chevaux en passant à l'injection. Côté diesel de moteur, le 1,4 litre de 53 chevaux et le 1,5 litre de 58 chevaux. Ouf, je crois que j'ai fait le tour. Alors bien sûr, toutes les versions n'ont pas le même intérêt. Si on est un étudiant fauché par exemple, on peut se tourner vers une AX de base qui ne coûtera rien en assurance, rien en entretien, sera super simple d'utilisation et facilement réparable. Mais il faudra alors faire une croix sur tout élément de confort et se muscler les bras comme à la grande époque pour remonter les fenêtres. D'ailleurs, revenons un instant sur la plus dépouillée des AX, l'AX10E, avec son petit moteur de 45 chevaux, dont l'équipement ressemble beaucoup à un exercice de style en poésie. C'est-à-dire que tous les vers commencent par « pas de ». Je m'explique. Pas de lunettes arrière chauffantes, pas de cerveau-frein, pas de montre, pas d'appui-tête, pas d'essuie-glace arrière, pas de vitesse intermittente pour l'unique essuie-glace avant, pas de dossier inclinable, pas de boîte à gants, pas de feu arrière de brouillard, pas de rétroviseur passager, pas d'allume-cigare, pas de voyant de niveau minimal de carburant, pas de pare-soleil côté passager, qui doit d'ailleurs également se passer de vide-poche sur sa portière, pas d'interrupteur de plafonnier sur la portière passager, c'est-à-dire que quand le passager ouvre sa portière, il n'y a pas de lumière qui s'allume. Jour, nuit. Et pas de bouchon de carburant verrouillable. Enfin, si on aime le sport à l'ancienne, l'AX Sport est tout indiqué. Et si on préfère le sport un peu plus bourgeois, enfin, tout est relatif,
La version GT ou GTI est également très bien. Et enfin, si on cherche une voiture simple, fiable et qui passe partout, l'AX 4x4 peut être une très bonne alternative à la Fiat Panda. Il est donc temps de réhabiliter cette petite Citroën qui donnera en plus naissance à deux évolutions que seront la 106 et la Saxo. Sa philosophie la rapproche de la 2 chevaux sur bien des points. Caché derrière la Peugeot 205, avec parfois encore dans la propre gamme de Citroën des concurrentes, Visa et Axel jusqu'en 88, 2 chevaux jusqu'en 90, l'AX aura pourtant réussi une brillante carrière. 2 561 432 exemplaires jusqu'en 1999, car l'AX résistera encore 3 ans à l'apparition de la Saxo, offrant une entrée de gamme accessible à Citroën jusqu'au bout. Bourrée de talent, elle réussira même à convaincre les dirigeants de Proton pour la produire sous licence en Malaisie sous le nom de Tiara. Alors les dirigeants ont été comblés, par contre les clients pas du tout parce que ça s'est pas vendu. Et si Citroën ne jugea pas intéressant d'en dériver un cabriolet, AJ Engineering s'en chargera au Portugal, offrant aux amateurs du genre une rareté à collectionner, la Citroën AX BB Cabrio. Notez aussi qu'en 1988, Eliez présente au Salon de l'Auto de Paris le concept d'un break à partir d'une AX, sous le nom de code Évasion, nom évidemment repris quelques années plus tard par Citroën pour son monospace. Cette AX était équipée de 3 rangées de sièges, de 2 portes côté gauche ainsi qu'une porte côté droit. Malheureusement, la direction de Citroën refusa sa production et quelques années plus tard, le constructeur réédita l'expérience avec le Berlingo Multispace qui lui permit de reconquérir ce segment de marché. Alors, qui a dit que la X était ringarde? Moi en tout cas, je la trouve encore tout à fait dans le coup et très charmante. Bon, très mal fini aussi, surtout sur les phases 1, où les plastiques du tableau de bord étaient aussi épais que du papier de cigarette. Alors j'ai une question pour vous, la X, à collectionner ou à pas collectionner? Et je parle pas forcément des GT, des GTI, des 4x4 ou des Volcan, mais bien des AX dépouillés, les modèles de base. Surtout en phase 1 avec ses clignotants orange. Surtout que ce genre d'auto a souvent appartenu à des petites mamies. Alors oui, bon, l'embrayage est rincé, par contre elles n'ont pas plus de 40 000 km, ce sont des premières mains et elles ont souvent été stockées au chaud, bien au sec, dans un garage, juste à côté des pots de confiture. Alors si on se dépêchait d'en profiter avant de voir les prix complètement s'envoler et devenir délirants comme les 205. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et j'en profite encore une fois pour vous remercier car nous avons dépassé la barre des 20 000 abonnés. Je vous envoie donc 20 000 merci et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait car je le vois dans les statistiques, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos toutes les semaines mais qui ne sont pas encore abonnés. Et plus sérieusement, je vous tiendrai au courant très vite concernant la surprise dont je vous ai parlé et je vous ai promis pour fêter les 20 000 abonnés. Tout n'est pas encore prêt, ça ne saurait tarder, donc ne vous inquiétez pas. En attendant, vous pouvez venir me rejoindre sur mon Insta ou sur ma chaîne secondaire Autostrada. Je vous mets tous les liens dans la description ci-dessous et dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Et bien sûr, visitez notre site carjagger.com, la plus grande communauté d'auto de collection. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!